Pendant la Seconde Guerre mondiale, de nombreux affrontements de chars célèbres ont eu lieu. Des batailles massives sur le front de l'Est, aux combats dramatiques dans le désert nord-africain. L'un des plus dramatiques, et pourtant moins connu, s'est déroulé à l'automne 1944 en Lorraine française. Le lieu de l'affrontement était précisément la Lorraine, région historique à la frontière de la France et de l'Allemagne, qui avait déjà souvent connu de durs combats lors des guerres précédentes. Les unités américaines de progression rapide du général George Patton s'y sont heurtées aux chars allemands d'élite Panzer V Panther, fierté des forces blindées de Hitler. C'était une épreuve de courage et de tactique, dans laquelle les Sherman américains, apparemment plus faibles, devaient se défendre contre une contre-attaque soudaine de l'ennemi jusqu'au dernier souffle. Dans cette vidéo, vous apprendrez le contexte de cette bataille et comment elle s'est produite. Nous révélerons comment la troisième armée de Patton, après le débarquement en Normandie, pénétrait irrésistiblement la France, et pourquoi précisément son succès a tant effrayé le commandement allemand, qu'il a jeté dans la bataille ses chars les plus modernes. Dans un moment, nous révélerons le déroulement détaillé de l'affrontement. Nous verrons le matin brumeux, où des dizaines de panthères attaquent de manière inattendue les positions américaines. Et nous découvrirons comment les tankistes américains ont fait face avec courage et ingéniosité à un adversaire techniquement supérieur. Enfin, nous relierons également les événements d'alors à l'actualité, et nous montrerons quel héritage nous a laissé cet affrontement peu connu. Préparez-vous à un récit passionnant sur l'un des plus grands duels de chars que le front occidental de la Seconde Guerre mondiale ait connu. On écrit septembre 1944 et les Alliés célèbrent d'énormes succès après le débarquement en Normandie. La troisième armée américaine, sous le commandement du général George S. Patton, surnommé Old Blood and Guts, vieux sang et courage, déferle sur la France comme une avalanche. Après la percée de la défense allemande dans l'opération Cobra au tournant de juillet et août 1944, les unités blindées de Patton progressent à une vitesse incroyable. En un seul mois, elles ont parcouru des centaines de kilomètres, libéré d'immenses territoires de France, et fin août se sont approchées à portée de vue des frontières de l'Allemagne nazie elle-même. Il semblait que les Alliés parviendraient peut-être à Berlin avant la fin de l'année. Cette progression éclair s'est cependant heurtée à un problème fondamental, l'approvisionnement. Chaque kilomètre parcouru par les chars signifiait des litres de carburant et des caisses de munitions supplémentaires qui devaient arriver des plages de Normandie. Les unités de chars américaines, en tête de la progression, se sont retrouvées si loin en avant que leurs lignes d'approvisionnement étaient surchargées et étirées au maximum. Le 1er septembre 1944, les chars de Patton sont tombés en panne d'essence. Devant la frontière avec l'Allemagne, dans la région appelée Lorraine, la marche victorieuse des Alliés s'est ainsi temporairement arrêtée. Les soldats frustrés de la Troisième Armée, qui avaient dit parcouru plus de 400 kilomètres de la Normandie jusqu'à la rivière Moselle, ont dû passer de manière imprévue à la défense et attendre que la logistique leur fournisse du carburant et d'autres approvisionnements pour continuer l'offensive. De l'autre côté du front, cette pause forcée a apporté aux Allemands un soulagement inattendu. Le commandement suprême de Hitler, pris au dépourvu par l'effondrement rapide de la défense en France, a obtenu un temps de répit bienvenu. Début septembre 1944, il était déjà clair que la guerre ne se développait pas bien pour le Troisième Reich. Mais c'est précisément dans ces moments de désespoir qu'Adolf Hitler a eu recours à des solutions désespérées. Il a décidé d'arrêter le rouleau compresseur de Patton coûte que coûte et de gagner du temps pour renforcer la défense des frontières allemandes. Il a donc donné un ordre qui en a surpris beaucoup. Les unités originellement destinées au front de l'Est, y compris les brigades de chars toutes neuves équipées des panthères les plus modernes, doivent être transférées d'urgence en France et jetées dans une contre-attaque contre les Américains.
L'as dans la manche de Hitler devait être les brigades de chars spéciales que l'armée allemande avait commencé à former à l'été 1944. Ces brigades, désignées par les numéros 111, 112, 113, etc., ont été créées à la hâte, comme réaction aux pertes catastrophiques de chars sur le front de l'Est. Elles devaient à l'origine renforcer la défense contre les soviétiques, mais maintenant Hitler les jetait à l'ouest. Chaque brigade de ce type était équipée des chars les plus récents PZK PFW 5 Panther et PZK PFW 4 en nombre de dizaines d'unités. Par exemple, la 111e et la 113e brigade de chars, dont nous entendrons encore parler, disposaient chacune d'environ 90 chars. Environ la moitié étaient des Panthers et la moitié des 4 plus anciens, Panzer IV. Les brigades comprenaient également une compagnie de canons automoteurs, chasseurs de chars, et un bataillon de grenadiers blindés, transportés en partie sur des transporteurs blindés, en partie sur des camions ordinaires. Sur le papier, c'étaient des forces imposantes, un point blindé moderne qui devait arrêter les Américains. Mais la réalité était plus complexe. Ces nouvelles brigades ont été créées dans la précipitation et souffrirent de déficiences graves. Elles avaient moins d'unités de soutien qu'il n'en aurait fallu à une division complète. Il leur manquait un soutien d'artillerie suffisant, des unités du génie et un soutien logistique expérimenté. Les brigades avaient aussi peu de véhicules de reconnaissance, et sans reconnaissance de qualité, les chars sont aveugles. De plus, les moyens de signalisation et radio faisaient également défaut, si bien que le commandement des brigades avait des difficultés de coordination. Et pour ne rien arranger, l'armée allemande souffrait d'un manque chronique de carburant. Même les brigades de chars avaient l'essence rationnée. Les équipages recevaient souvent juste assez de carburant pour que leurs machines arrivent sur le champ de bataille et en reviennent. Cela limitait considérablement les possibilités de manœuvre et la flexibilité opérationnelle des unités. Le pire était cependant le manque de temps d'entraînement. Les équipages de chars et les commandants n'ont souvent reçu qu'un entraînement commun minimal. Selon les mémoires d'après-guerre du général Hasso von Manteuffel, qui commandait ces unités, les brigades numéros 111 et 113 n'étaient que des regroupements provisoires, avec une faible valeur combative. Leur entraînement était aussi insuffisant que leur équipement. C'était ainsi pour la plupart de jeunes soldats, qui n'avaient jamais vraiment entraîné ensemble. Pourtant, Hitler comptait sur le fait que la qualité technique de ses machines les plus récentes l'emporterait sur toutes les déficiences. Et il faut dire que le Panther était effectivement une machine redoutable. Il s'agissait d'un char moyen moderne, armé d'un canon de long, de calibre 75 mm, avec une forte capacité de pénétration. Son blindage frontal était fortement incliné, et les projectiles anti-chars rebondissaient dessus. En revanche, le Sherman IV américain, char principal des unités de Patton, avait un canon du même calibre 75 mm, mais plus court et avec moins de capacité de pénétration. Le Sherman pouvait percer le char allemand seulement d'une distance relativement courte ou de côté, tandis que le Panther pouvait détruire un Sherman de front même à 2 km. À première vue, les Allemands avaient donc l'avantage. Leurs chars étaient plus puissants et plus précis à plus grande distance. De plus, ils prévoyaient d'attaquer de manière concentrée, tandis que les Américains se tenaient étirés dans l'espace et ne s'attendaient pas à une résistance importante. Mais sous-estimer les vétérans de Patton aurait été une erreur fatale. La 4e division blindée, qui se tenait en Lorraine en première ligne, était composée de soldats aguerris. Beaucoup de tankistes américains combattaient déjà depuis l'été et connaissaient bien leurs machines et les capacités de l'ennemi. Contrairement aux novices des Panthers allemands, ils avaient derrière eux des mois d'entraînement intensif au combat et d'expérience des batailles précédentes. De plus, les unités américaines avaient un soutien solide. Artillerie organique, sapeurs, approvisionnement et liaisons radio-fonctionnelles, qui permettaient d'appeler rapidement des renforts ou de coordonner les attaques et la défense. Malgré le handicap technique, les tankistes américains ne comptèrent donc absolument pas se laisser surprendre. Ils se révéleraient bientôt si une meilleure tactique et cohésion pouvaient compenser la puissance de feu allemande.
La situation à la mi-septembre 1944 était la suivante. La troisième armée de Patton se préparait, après avoir fait le plein de carburant, à repartir de l'avant, percer la défense allemande en Lorraine et progresser vers le Rhin. Le général Patton prévoyait d'utiliser la 4e division blindée comme fer de lance de l'attaque. Mais précisément à ce moment-là, avant que les Américains n'aient eu le temps d'attaquer eux-mêmes, l'ennemi a frappé. La 5e armée de chars allemande, sous le commandement du général expérimenté Hasso von Manteuffel, a lancé sa contre-action préparée. Son objectif était de repousser les Américains au-delà de la rivière Moselle, reconquérir la ville clé de Lunéville et détruire la tête de pont américaine près de la ville de Dieulouard. Les Allemands voulaient ainsi protéger l'accès à la ligne fortifiée Siegfried et gagner du temps. Le premier affrontement ne s'est pas fait attendre longtemps. Dès le 15 septembre 1944, les unités de reconnaissance américaines, près de la ville de Lunéville, ont rencontré les forces allemandes qui progressaient. Les éclaireurs américains du 42e escadron de cavalerie pénétraient prudemment dans la banlieue de Lunéville, voilée de brouillard, quand soudain un obus d'un canon anti-char allemand de calibre 88 mm a sifflé de manière inattendue et a touché la voiture blindée de tête 8. L'explosion a effrayé tout le monde. C'était le premier signal clair que les Allemands entreprenaient pendant une contre-attaque sérieuse. Heureusement, l'équipage de la 8 a réussi à s'en sortir et à battre en retraite. Néanmoins, Lunéville s'est soudain transformé en champ de bataille. Les jours suivants, de durs combats ont eu lieu pour Lunéville. Les Allemands ont déployé dans la région des unités de la 15e division de grenadiers de chars et des parties de la 21e division de chars, renforcées par les premiers panthères de la 111e brigade de chars. Les Américains, notamment le groupement de Combat Commande, R de la 4e division blindée, ont essayé de défendre la ville. Le 16 septembre s'est déclenchée une fusillade violente pour la partie sud de la ville, où les grenadiers allemands attaquants soutenus par des chars se sont heurtés à la défense acharnée de l'infanterie blindée américaine. Les rues de Lunéville étaient pleines de décombres et de fumée, les deux camps ayant engagé canons et mortiers. Les Américains ont finalement chassé les Allemands de la ville et ont formé un périmètre défensif autour d'elle. L'ennemi ne comptait cependant pas abandonner si facilement. Le 17 septembre, les Allemands ont entrepris une contre-attaque concentrée pour reprendre Lunéville. De nouvelles renforts allemandes se sont engagés dans le combat, la 111e et la 113e brigade de chars avec leurs panthères, soutenues par d'autres grenadiers blindés. Deux groupes d'attaque sous le commandement des colonels von Bronsart-Schellendorf et von Seckendorf ont essayé de contourner la ville des deux côtés. Les Américains ont cependant rapidement amené des renforts, un bataillon de chars, d'infanterie et de chasseurs de chars appelé Combat Command A, Task Force Hunter. Il en a résulté de violents combats autour de Lunéville, les 18 et 19 septembre. Dans un combat d'homme à homme, char contre char, les deux camps ont subi des pertes. Pour les équipages de Sherman, c'était le tout premier si grand affrontement avec des blindés allemands depuis la fin des combats en Normandie. La tension et la nervosité étaient palpables. Beaucoup de jeunes tankistes allemands vivaient au contraire leur première bataille et devaient faire face au chaos omniprésent du combat. Dans les ruines de la ville se cachaient aussi des civils. Les habitants de Lunéville ont survécu au combat cachés dans les caves, tandis qu'au-dessus d'eux tonnaient les canons et que les maisons tremblaient sous les impacts. Selon les rapports du 12e corps américain, plusieurs centaines de soldats américains sont tombés ou ont été blessés, et environ 10 de leurs chars et véhicules blindés ont été détruits. Du côté allemand, plus d'une douzaine de véhicules blindés ont été mis hors de combat pendant les combats de Lunéville, et environ 1 millier de soldats allemands ont été faits prisonniers ou sont morts. Lunéville est finalement resté aux mains américaines, et les Allemands se sont retirés à l'est de la ville. Le commandement américain a d'abord considéré l'attaque allemande près de Lunéville comme une simple sortie locale d'une garnison désespérée.
Ils ne se doutaient pas que ce n'était que l'avant-garde d'une offensive beaucoup plus importante. Les informations de renseignement de la 3e armée avaient certes noté la présence de la 111e brigade de chars dans la région, mais ne se doutaient pas que la 113e brigade était également arrivée, ni que les Allemands rassemblaient de si grandes forces blindées pour l'attaque. Les Américains sont donc restés relativement calmes après avoir repoussé les combats pour Lunéville. Ils ne se doutaient pas que la vraie tempête était encore à venir. Dans un moment, nous nous transporterons dans le matin brumeux du 19 septembre, quand se préparait l'une des plus grandes surprises que les unités de Patton aient jamais connues. Il est tôt le matin du 19 septembre 1944. Le paysage autour du village d'Haraucourt est enveloppé d'un épais brouillard. L'air est froid et humide. Les gouttes de rosée matinale scintillent sur les canons principaux. La visibilité n'est que de quelques dizaines de mètres. Dans les champs se dressent de manière dispersée des chars et véhicules blindés de la 4e division blindée américaine, unité du combat Commande A, qui avait progressé ici dans le cadre des préparatifs de la prochaine attaque. Les équipages des Sherman américains sont fatigués, après des nuits blanches. Beaucoup de soldats prennent justement leur petit déjeuner ou effectuent la maintenance de l'équipement. Le sergent de l'un des chars plisse les yeux de la tourelle dans l'obscurité laiteuse et se demande ce que fait l'ennemi. Il ne se doute pas que des dizaines de chars allemands s'approchent d'eux sans être vus. Dans le silence du petit matin, plusieurs patrouilles américaines entendent soudain un bruit distant étrange, le rugissement de moteurs et le cliquetis de chenilles écrasant le sol. « Des chars !» crie une sentinelle. Quelque chose s'approche d'eux depuis le brouillard. Et il y en a beaucoup. L'attaque allemande sur Haraucourt vient de commencer. La 5e armée de chars de Manteuffel a lancé l'offensive, qui devait à l'origine commencer le 15 septembre, mais qui, à cause du retard, n'a pris ce moment fatidique qu'aujourd'hui. Maintenant, le 19 septembre à l'aube, 2 brigades de chars allemandes, la 111e et la 113e, sont parties en 2 flux, vers Haraucourt et les villages environnants. Les Allemands espéraient surprendre dans le brouillard les unités américaines dispersées, les écraser et progresser rapidement. Ils avaient à disposition un nombre impressionnant d'environ 200 blindés, Panther, Panzer IV et canons d'assaut automoteurs. Face à eux se tenaient seulement un peu plus de 50 Sherman américains et quelques chars légers Stuart dans le cadre du combat Commande A, dispersés dans un espace de plusieurs kilomètres. L'attaque ressemblait donc au début effectivement à une embuscade de Panthers d'élite contre des Américains pris au dépourvu. Mais le brouillard, qui devait être l'allié allemand, s'est révélé être une arme à double tranchant. Le même rideau qui couvrait la progression des Panthers aux yeux des aviateurs et de la reconnaissance américain aveuglait également les attaquants eux-mêmes. Les chars allemands manquaient cruellement de reconnaissance précise. Ils ne savaient pas où se trouvaient exactement les défenseurs américains et devaient progresser presque à l'aveuglette. Selon le rapport d'un commandant allemand, la situation était telle que les tankistes ne voyaient que le brouillard épais et çà et là la silhouette d'un arbre ou d'une grange, mais pas l'ennemi. S'y ajoutait une mauvaise orientation sur le terrain. Les cartes allemandes n'étaient pas précises, et certaines unités se sont perdues. Au lieu d'un coup concentré, l'attaque allemande s'est ainsi fragmentée en plusieurs flux plus petits, qui progressaient dans différentes directions, et puis les rôles du chasseur et de la proie se sont soudain inversés. Les silhouettes des Panthers sont apparues les premières du brouillard, directement devant les armes américaines préparées. Un groupe de chars allemands s'était en effet approché, jusqu'aux positions du quartier général de la 4e division blindée sans le savoir. Dans le camp américain a régné un moment d'effroi. Personne ne s'attendait à ce que l'ennemi apparaisse si près. Les commandants ont cependant réagi avec présence d'esprit. L'ordre est immédiatement tombé. Aux chars, préparés au combat. Les équipages des Sherman ont sauté dans les machines, ont démarré les moteurs et ont pris des positions de tir le long des collines basses et des bosquets.
L'un des premiers affrontements de cette journée s'est déroulé près du village de Lezé près d'Harcourt. Là, le groupe de tête de la 113e brigade de chars allemande s'est heurté à la ligne de défense américaine. Les Américains étaient déployés en petits groupes, pairs à quatuors de Sherman cachés derrière des ondulations de terrain ou entre les arbres. Dès que les rectangles sombres des chars allemands ont commencé à se dessiner dans le paysage embrumé, les Américains ont laissé leurs adversaires s'approcher. Dans le brouillard épais, on ne pouvait pas mener le feu à distance, et ainsi le combat s'est déroulé à distance extrêmement courte, parfois seulement quelques centaines de mètres. Cela convenait exactement aux Sherman. Leurs canons plus faibles étaient de près toujours dangereux, et en même temps, les chars américains plus agiles pouvaient prendre les Allemands de flanc. Selon le rapport du 37e bataillon de chars, les tankistes allemands ont soudain commencé à fuir de manière confuse vers l'arrière. Ils ne comprenaient pas d'où venait la destruction. En quelques minutes, en effet, les Sherman américains ont réussi à toucher et mettre hors de combat une dizaine de machines allemandes, généralement par un coup de côté ou à l'arrière, où le Panther était moins blindé. Les Allemands, surpris par la résistance inattendue, ont battu en retraite, dans le brouillard. L'un des commandants américains, le colonel Bruce Clark, a décrit plus tard que le brouillard ce matin-là était « notre meilleure arme ». Ils sont apparus de nulle part et nous les avons fauchés un par un. Essayons d'imaginer à quoi ressemblait une telle retraite aux yeux d'un jeune tankiste allemand. Dans l'un des Panthers en recul était assis un tireur de 20 ans, nommé Hans. Ses mains transpiraient sur les manettes de commande du canon, et ses oreilles bourdonnaient encore des coups de feu. Des écouteurs radio, il entendait des bribes de rapports confus. Personne ne savait exactement d'où les Américains tiraient. Soudain, le char qui roulait à côté s'est embrasé, et Hans a aperçu une silhouette enflammée d'un membre d'équipage qui en sautait. « Zurück! Zurück !» En arrière, criait le commandant du Panther de Hans, et le blindé est parti en marche arrière. Hans n'avait jamais connu un tel chaos qu'auparavant. Dans le brouillard autour, un ennemi invisible semblait guetter, et il ressentait une impuissance écrasante contre lui. Quand son équipage a atteint la sécurité, Hans ne faisait qu'incrédule remercier le destin d'être sorti vivant. Une scène encore plus dramatique s'est déroulée près du poste de commandement de la division américaine. Là, un détachement de chasseurs de chars, 18 Hellcat, du 704e bataillon de chasseurs de chars, est sorti en défense. Ces Hellcats, véhicules blindés légers, très rapides avec un canon performant de 76 mm, ont pris position derrière les arbres sur un chemin de campagne. Quand la colonne de tête des Panthers est apparue du brouillard, la section américaine de chasseurs de chars a tiré la première salve. Les commandants allemands, en tête de colonne, n'avaient aucune idée d'où venaient les projectiles. Les Hellcats étaient cachés, et grâce à leur profil bas presque invisible, pendant ce bref affrontement frénétique, cette seule section a réussi à mettre hors de combat 8 Panthers avant que les équipages allemands survivants ne se ressaisissent. Les chars restants de la 113e brigade ont précipitamment reculé vers la sécurité du brouillard. Ce succès surprenant des petits Hellcats est devenu l'un des moments légendaires de la bataille. Il a montré qu'un piège bien placé peut détruire même une unité d'attaque d'élite. Cependant, tous les duels ne se sont pas terminés par un triomphe américain. Les Allemands ont aussi su rendre les coups. L'un des commandants expérimentés de Panther a profité d'un moment où la silhouette d'un char américain s'est révélée sur la crête dans le brouillard et par un tir précis a enflammé un Sherman. La machine américaine s'est embrasée comme une torche. Tout l'équipage n'a pas eu la chance de s'échapper et a péri dans le char en flammes. Ces pertes n'ont cependant pas brisé l'esprit combatif des défenseurs. Bien au contraire, leur détermination n'a fait que croître. On raconte même qu'un autre Sherman américain, bien que touché lui-même et en flammes, a encore réussi au dernier moment à tirer un coup de son canon et envoyer par le fond l'un des Panthers attaquants, avant d'exploser lui-même. De telles histoires, qu'elles soient embellies ou non, circulaient parmi les tankistes,
et leur donner le courage de tenir et combattre jusqu'au bout. Le matin du 19 septembre, les unités américaines autour d'Harcourt ont ainsi repoussé la première vague d'attaques allemandes. La 113e brigade de chars allemande a subi des pertes sensibles et sa progression a été arrêtée. La 111e brigade de chars, qui devait attaquer parallèlement d'une autre direction, ne s'est engagée dans le combat que partiellement. À cause de la confusion et de la mauvaise navigation, une partie de ses forces n'a même pas réussi à arriver sur le champ de bataille dans les temps prévus pour l'attaque. C'était un coup amer pour Manteuffel. Au lieu d'un coup massif surprise, il distribuait les coups par parties, et les Américains arrivaient jusqu'à présent à les parer. Vers midi de plus, le brouillard a commencé à se lever par endroits, le soleil se frayant un chemin plus haut dans le ciel. Au moment où les nuages et le brouillard se sont percés, s'est révélé un autre avantage américain caché, l'aviation. L'armée de Patton avait à disposition le soutien aérien du 19e commandement aérien tactique, des centaines de chasseurs et d'avions de combat, notamment les fameux P-47 Thunderbolt. Ces chasseurs bombardiers robustes portèrent des roquettes et des bombes de 500 livres, idéales pour détruire les chars depuis les airs. Le matin, les avions n'avaient certes pas décollé, à cause du temps, mais dès que le ciel l'a permis, les premiers Thunderbolts de patrouille sont arrivés pour examiner le champ de bataille, et les chars allemands, retirés près des positions de départ et des petits bois, se sont soudain retrouvés sous le feu d'en haut. Une histoire célèbre de cette journée raconte un pilote qui s'est mérité le surnom de Bazooka Charlie. Le capitaine Charles Carpenter était pilote d'un petit avion d'observation Piper L-4 Grasshopper. Cet homme courageux avait monté à son petit avion non armé plusieurs tubes de lancement pour roquettes, essentiellement des bazookas aériens. Quand Carpenter a repéré un groupe d'environ 10 Panthers qui progressaient, il n'a pas hésité. Il a précipité son petit appareil en piqué et a tiré une salve de roquettes sur les chars allemands surpris. Puis, il a atterri, a attaché d'autres roquettes et a répété l'attaque. Selon les rapports de l'époque, son raid audacieux a mis hors de combat au moins 2 chars allemands et plusieurs véhicules blindés. Le reste de la colonne ennemie s'est retiré à cause de ces attaques. Carpenter est devenu une légende. Comme pilote au bazooka, il aurait finalement détruit dans toute la campagne 6 chars ennemis, y compris prétendument 2 Tigers redoutables. Son acte du 19 septembre donnait cependant surtout du moral aux soldats américains au sol. Ils voyaient qu'un seul homme courageux pouvait tourmenter l'élite de l'ennemi. À la fin de la journée du 19 septembre 1944, il était clair que le premier coup allemand avait échoué. Les champs autour d'Harcourt étaient recouverts d'épaves de chars en flammes, principalement allemands. Selon les estimations des Allemands eux-mêmes, la 5e armée de chars a perdu pendant ce matin plusieurs dizaines de blindés, tandis que la 4e division blindée américaine n'a perdu que quelques chars. Un rapport allemand parlait d'une défense inattendument forte, et du fait que les chars américains apparaissaient de tous côtés. Manteuffel ne se rendait pourtant pas. Les Panthers et Panzers restants, encore en état de combattre, se sont regroupés. Les unités retardées de la 111e brigade sont également arrivées, et le général allemand a décidé de répéter l'attaque le jour suivant, cette fois mieux coordonnée, le 20 septembre au matin. Les Allemands ont tenté de relancer l'offensive. Cette fois, la 111e brigade de chars a attaqué soutenue par les restes de la 113e brigade. Les combats se sont concentrés dans l'espace entre Harcourt et le bourg de Moyenvic. Les Allemands ont partiellement changé de tactique. Ils voulaient attirer les Américains dans un piège préparé à l'avance. Le plan était: la 111e brigade presse frontalement sur Harcourt, et si les Américains sortent quand en contre-attaque, elle se retire vers le canal Marne-Rhin, où des canons anti-aériens cachés de calibre 88 mm et d'autres chars de la 113e brigade préparés au tir les attendent déjà en réserve. Les Allemands entendaient attirer les Américains en terrain découvert et les y cribler. Au début, tout semblait prometteur. Les unités de Panther sont pénétrées près d'Harcourt et semblaient d'y repousser les défenseurs. Le commandant américain du CCA, le colonel Clark, soupçonnait cependant le piège et procédait prudemment. Au lieu d'une contre-attaque aveugle,
il n'a fait envoyer en avant que des forces de reconnaissance plus petites et a ordonné à l'artillerie de se préparer à tirer sur les secteurs suspects. La ruse allemande n'a finalement pas très bien fonctionné. Les Américains ne se sont pas rués dans le piège, au contraire. La 111e brigade allemande s'est elle-même heurtée à une forte défense avant d'avoir réussi à attirer les attaquants dans le champ des flaques. Plusieurs Sherman, lors de la charge américaine prudente, ont certes roulé à portée des canons anti-aériens allemands cachés et ont été touchés, mais la plupart des forces américaines progressaient à couvert. Dès que les positions des flaques allemands près du canal se sont révélées, l'artillerie américaine a immédiatement concentré le feu sur elle. Les obusiers de 155 mm du 191e bataillon d'artillerie de campagne tiraient même presque directement, à une distance de seulement 200 mètres, tant le front était proche. Les énormes obus ont pulvérisé plusieurs canons anti-aériens avec leurs servants. Le piège allemand a ainsi explosé au visage des Allemands. L'aviation est également intervenue à nouveau sur le champ de bataille. Pendant le 20 septembre, quand le temps s'améliorait alternativement, les chasseurs bombardiers américains ont entrepris des raids répétés sur toutes les concentrations de chars allemandes détectées. Les missiles roquettes, des Thunderbolts, détruisaient ou immobilisaient les véhicules allemands, les empêchaient de communiquer et causaient le chaos. Les tankistes allemands devaient se cacher sous les arbres ou les filets de camouflage, ce qui limitait leurs manœuvres. La liaison entre les brigades attaquantes et leurs états-majors était défaillante. Le commandement des brigades devait de plus souvent se déplacer directement dans les chars en première ligne, à cause des radios insuffisantes, s'exposant ainsi eux-mêmes au feu. La 11e division de chars allemande, surnommée Division Fantôme, des temps de gloire en 1940, s'est également engagée dans les combats les jours suivants. Cette division, bien que composée de vétérans expérimentés, n'avait plus après les combats précédents que très peu de chars, selon les archives environ 40 machines en état de combattre, et a donc été renforcée par la 111e brigade, et a pris ses restes sous son commandement. Les 22 et 23 septembre, les Allemands ont entrepris encore une grande poussée. Ils ont tenté de contourner Haraucourt du nord et du sud à la fois. Des groupes de chars ont pénétré jusqu'au village de Juweliz et Lezay. Au début, les Allemands ont enregistré un petit succès tactique. Ils ont repoussé le 51e bataillon d'infanterie blindée, américain de plusieurs hauteurs, et ont temporairement occupé les villages mentionnés. Mais la réaction américaine à Daïr a été rapide. Le commandant de l'un des bataillons américains, le lieutenant-colonel Creighton Abrams, dont le nom porte aujourd'hui le fameux char, un Abrams, a organisé une ligne de défense avec les chars disponibles de ses 37e et 8e bataillons de chars. Les Sherman se sont enterrés sur les collines et ont créé un demi-cercle de défense. Tandis que les Allemands occupaient Juweliz, des avions américains sont à nouveau apparus au-dessus d'eux, et le bombardement et le mitraillage aux roquettes ont commencé. L'attaque, depuis les airs, a ralenti la progression allemande, au point que les unités d'Abrams ont eu le temps d'évacuer les colonnes d'approvisionnement menacées, et préparer une contre-attaque. Le lieutenant-colonel Abrams lui-même dirigeait ses tankistes depuis la première ligne. Son propre Sherman, surnommé Thunderbolt 4, a subi plusieurs impacts pendant les combats. Une fois, il a même perdu une chenille. Mais Abrams n'a pas hésité à changer de véhicule et continuer le combat. Pour son approche intrépide, il s'est mérité la réputation de l'un des meilleurs commandants de chars de l'armée américaine. L'après-midi du 22 septembre, les chars américains et chasseurs de chars ont ouvert un feu concentré sur Juweliz et Lezay. Les panthères allemands, qui stationnèrent dans les rues des villages, n'avaient pas de couverture contre l'artillerie et les roquettes aériennes. Après plusieurs heures, l'offensive allemande s'est à nouveau arrêtée. La 111e brigade de chars a été dans ces combats pratiquement écrasée. Ses pertes avec la 113e brigade ont grandi au point qu'il ne restait plus en état de combattre qu'un peu plus de 50 chars sur les environ 180 d'origine. Les pertes allemandes dans la région de Juweliz s'élevaient selon les rapports de la Wehrmacht à environ 16 chars de plus,
mis hors de combat, plus des centaines de soldats morts ou faits prisonniers. En face, la 4e division blindée américaine reconnaissait la perte de quelques dizaines d'hommes et d'environ 5 chars détruits ou gravement endommagés pendant ces affrontements de 2 jours. À la fin septembre, Patton recevait enfin plus de carburant pour ses unités et se préparait lui-même à passer à une nouvelle attaque. L'action allemande se dirigeait vers un final désespéré. À ce stade de la bataille, il était évident que le plan allemand d'origine avait échoué. Le contrepoids de Manteuffel contre Patton était épuisé. Les Panthers et Panzers restants menaçaient encore. C'étaient toujours des machines dangereuses, avec des équipages bien entraînés qui avaient survécu à la sélection des jours précédents. Mais l'initiative stratégique était définitivement passée du côté américain. Les unités de Patton recevaient progressivement d'autres renforts et compléments. Les Allemands se retiraient, pendant ce temps, en défense, et regroupaient les restes de force pour une dernière tentative désespérée. Le point final au combat dramatique d'Haracourt a été une attaque coordonnée à la fin septembre. Hitler insistait pour qu'on frappe à nouveau, bien que la situation soit défavorable. Manteuffel a donc rassemblé tout ce qui restait, les détachements combinés des 111e et 113e brigades de chars, soutenus par les restes de la 11e division de chars et de la 15e division de grenadiers de chars. L'objectif était de conquérir 2 élévations stratégiques dans la région d'Haracourt, d'où il serait possible d'observer et de bombarder les alentours larges. Le 25 septembre au matin, les Allemands ont tenté de repousser à nouveau les Américains, mais ont été repoussés déjà sur la ligne de contact. On suivit plusieurs jours de calme relatif, où les 2 camps complétaient leurs forces, soignaient les blessés et effectuaient de la reconnaissance. Le 29 septembre, au petit matin, un épais brouillard a à nouveau enveloppé le champ de bataille, comme si l'histoire se répétait. C'est précisément ce jour-là que les Allemands ont décidé de frapper une dernière fois. À l'aube, utilisant le brouillard, les chars et l'infanterie allemands sont partis à l'attaque sur les collines à l'est d'Haracourt. Au début, ils ont eu du succès. Le 51e bataillon d'infanterie blindée américain qui patrouillait là a été surpris par l'assaut violent et a reculé d'environ 500 mètres. Les Allemands ont dominé pendant quelques heures les objectifs fixés, mais c'était le maximum de leur progression. Dès que la nouvelle de l'attaque s'est répandue, les Américains ont réagi par une force combinée. Les batteries d'artillerie, déjà enregistrées d'avance sur les cibles possibles, ont ouvert un tir d'ouragan sur les positions nouvellement conquises. Beaucoup de chars allemands montaient encore sur la colline, quand autour d'eux ont commencé à tomber des obus de calibre 105 et 155 mm, déchirant le sol et les machines en morceaux. L'infanterie allemande, qui avait occupé la hauteur, s'est soudain retrouvée sous une pluie mortelle d'éclats et a dû reculer en bas de la pente. Puis est venue la contre-attaque américaine. Les Sherman, renforcés par plusieurs chasseurs de chars, sont partis en avant en colonne de combat. S'est déclenchée la dernière mêlée de chars à Haracourt. Dans le brouillard et la fumée de l'artillerie s'entretuaient à courte distance les restes de blindés allemands avec des tankistes américains déterminés. L'un des officiers américains se souvenait que on ne voyait rien, juste les éclairs des tirs et les silhouettes des machines dans la fumée. Le combat n'a pas duré longtemps, les forces allemandes étaient déjà trop affaiblies. Après quelques heures, les Allemands ont évacué le champ de bataille et se sont retirés. La dernière tentative de renverser la situation a donc également échoué. La bataille d'Haracourt s'est ainsi pratiquement terminée. Le 29 septembre 1944 au soir, le silence s'est installé. La 5e armée de chars allemande a renoncé à d'autres attaques et a commencé à se retirer derrière la ligne de défense du mur de l'Ouest, ligne Siegfried. Pour la 3e armée de Patton, cela signifiait l'écartement définitif de la menace immédiate de contre-attaque dans ce secteur. Les Américains sont restés maîtres du champ de bataille, et comme c'est souvent le cas, ils ont commencé à compter leurs pertes et celles de l'ennemi. Après le combat, les techniciens et sapeurs américains se sont mis à l'examen des épaves des machines ennemies. À leur surprise, ils ont trouvé parmi les machines détruites plusieurs Panthers presque intacts,
Certains équipages les avaient apparemment abandonnés après un léger dommage, un enlisement dans le terrain, ou quand ils ont manqué de carburant. Grâce à cela, les experts alliés ont pu examiner en détail la technique allemande la plus récente. Les rapports du renseignement technique indiquaient que le Panther était certes un char extrêmement puissant et moderne, mais aussi très complexe à entretenir, et sujet aux pannes en terrain difficile. Son poids élevé rendait difficile le dépannage et la consommation de carburant était énorme, ce qui était pourtant des facteurs qui limitaient considérablement les Allemands dans la campagne. Les restes des 111e et 113e brigades de chars ont été après la bataille intégrés dans la composition de la 11e division de chars. L'expérience ratée des brigades de chars indépendantes s'est ainsi pratiquement terminée pour les Allemands. À l'avenir, ils ont de nouveau engagé les unités blindées dans le cadre des divisions de chars traditionnelles. Le résultat de l'affrontement d'Haracourt a été surprenant. Malgré la supériorité allemande initiale en technique et le moment de surprise, les Américains ont réussi à repousser l'attaque et ont eux-mêmes causé des pertes écrasantes à l'ennemi. Selon les analyses d'après-guerre, la 5e armée de chars allemande a perdu pendant septembre 1944 dans la région d'Haracourt, au total près de 200 véhicules blindés, qu'ils soient détruits ou lourdement endommagés. Une part importante était constituée des chars Panther les plus récents. En face, la 4e division blindée américaine et ses unités de soutien ont perdu environ 25 à 30 chars et environ 7 chasseurs de chars. Les pertes humaines aussi étaient déséquilibrées. Les estimations allemandes parlent de milliers de morts ou prisonniers, tandis que les pertes américaines étaient d'un ordre de grandeur inférieur, des centaines d'hommes. Comment est-il possible que les Sherman, plus faibles sur le papier, aient ainsi triomphé des Panthers d'élite? Les facteurs clés peuvent être résumés comme suit. Meilleur commandement tactique et coordination des unités. Les Américains ont excellemment utilisé le terrain et même les conditions météorologiques défavorables en leur faveur. Ils disposaient leurs chars dans des positions de tir cachées, se couvraient mutuellement les flancs et ne se sont pas laissés attirer dans des situations défavorables. Les commandants comme Bruce C. Clark ou Creighton Abrams ont réagi très rapidement au développement du combat, déplaçant les forces selon les besoins et maintenant la cohésion de la défense. En revanche, le commandement allemand souffrait d'une mauvaise coordination. Les attaques des brigades n'étaient pas bien accordées. Il manquait une direction unifiée et surtout la reconnaissance manquait. Les chars allemands progressaient en plus ou moins aveuglement et chaque groupe d'attaque partielle se heurtait séparément à un ennemi préparé. Utilisation du terrain et du brouillard. Le brouillard a certes aidé les Allemands à éviter l'aviation dans les premières heures, mais a en même temps annulé leur principal avantage, la longue portée et le blindage puissant des Panthers. Dans le brouillard, on combattait de près, ce qui convenait aux Sherman. Les Américains ont de plus excellemment utilisé le terrain de Lorraine. Ils ont caché les chars derrière des collines, dans des bosquets, ont laissé les Panthers entrer dans un feu croisé. Le champ de bataille d'Haracourt est vallonné et parsemé de bosquets, idéal pour la défense et les manœuvres. Les équipages allemands se sont retrouvés dans un labyrinthe de collines basses et de bois, où des Sherman cachés pouvaient être guettés à chaque intervalle suivant. Le brouillard et le terrain ont ainsi préparé aux Allemands beaucoup de mauvaises surprises. Communication et coordination. Les unités américaines avaient un réseau dense de liaisons radio. Les tankistes pouvaient appeler l'artillerie à l'aide, se concerter avec l'infanterie et les chasseurs de chars. Les brigades allemandes combattaient au contraire de manière isolée. L'équipement radio n'était pas suffisant et le commandement s'effondrait par endroits. Certains commandants devaient se déplacer entre les unités personnellement, perdant ainsi la vue d'ensemble et s'exposant au danger. Les Américains agissaient comme une équipe rodée, tandis que les Allemands plutôt comme plusieurs groupes séparés. Artillerie et aviation. Le soutien de feu américain s'est révélé décisif. Les bataillons d'artillerie organique de la 4e division blindée étaient incapables en quelques minutes de concentrer un tir destructeur sur un secteur menacé. Plusieurs fois ont même fonctionné des mesures désespérées mais efficaces,
comme le tir d'obusiers de 155 mm directement sur les chars à courte distance. Dès que le temps s'est amélioré, l'aviation américaine a dominé le ciel. Les Thunderbolts détruisaient les chars allemands avec des roquettes et des bombardements, perturbaient l'approvisionnement et empêchèrent les Allemands de redéployer les forces le jour. La Luftwaffe allemande dans cette région n'existait pratiquement pas, si bien que les Américains avaient une supériorité aérienne absolue. Logistique et approvisionnement. Les Américains avaient suffisamment de munitions, de carburant et de pièces de rechange pendant toute la durée de l'affrontement. En revanche, les Allemands se débattaient avec un grave manque de carburant et de matériel. Une série de chars allemands ne pouvait entreprendre qu'un nombre limité de sorties à cause des économies de carburant. Et certains sont restés hors de combat sur le côté simplement parce qu'ils avaient manqué d'essence, ou qu'il n'y avait pas de quoi remplacer une panne. Les Américains ont ainsi réussi à maintenir le rythme du combat, tandis que les possibilités allemandes s'amenuisaient chaque jour. Morale et expérience. À Haraucourt, se sont affrontés d'un côté des vétérans, qui étaient au sommet de leur force après une série de victoires, et de l'autre côté, un mélange d'équipages expérimentés, 11e division, et complètement nouveaux, 111e et 113e brigade. Le moral des tankistes américains était élevé. Ils croyaient en leurs commandants et en leur mission. Dès qu'ils ont repoussé la première attaque, ils ont gagné en confiance en soi et en détermination de mener le combat à une fin victorieuse. Au contraire, beaucoup de novices allemands ont été choqués par la dureté de la résistance. Quand ils ont vu les épaves en flammes de leurs meilleurs chars, cela a dû les toucher psychologiquement. D'ailleurs, on dit que le premier coup décide. Et celui-là, les Américains l'ont porté le 19 septembre au matin. L'initiative s'est alors penchée de leur côté, et les Allemands n'ont plus réussi à la récupérer. En somme, les Sherman à Haraucourt ont vaincu grâce à une combinaison de conditions bien utilisées, de coopération et de travail d'équipe. La supériorité technique des Panthers a été réellement affaiblie par des facteurs comme le brouillard, le terrain et l'inexpérience des équipages. Les historiens comparent parfois ce duel à l'histoire de David et Goliath. D'un côté le colosse blindé, de l'autre le soldat simple avec sa fronde, dans ce cas avec un émetteur-récepteur, une carte et le soutien des camarades. Le rapport des pertes de chars était énorme. Pour chaque Sherman américain détruit correspondait environ 6 blindés allemands détruits ou mis hors de combat. Une telle supériorité ne se rencontrait presque pas sur le front occidental et n'a fait que souligner le caractère exceptionnel de cette victoire américaine. Cette victoire a consolidé la réputation de la 4e division blindée comme l'une des meilleures unités de l'armée américaine. Le général Patton a déclaré plus tard avec fierté qu'elle était sa meilleure division, et la performance à Haraucourt l'a entièrement confirmé. Il vaut la peine de mentionner que beaucoup d'individus se sont distingués par leur performance. Par exemple, le capitaine James F. Brady, commandant de la compagnie A du 35e bataillon de chars, a été décoré de l'étoile d'argent pour bravoure, quand avec son unité il a fait face à la supériorité numérique et a aidé à repousser une attaque critique. Lui-même cependant dans ses rapports a mis en valeur précisément ce soutien des compagnons d'armes, artilleurs, ravitailleurs, mécaniciens, sans lesquels selon lui il n'aurait pas atteint un tel succès. C'est précisément la coopération de toutes les composantes de l'armée qui était selon Brady le secret du triomphe à Haraucourt. La bataille d'Haraucourt est restée pendant de longues années un peu dans l'ombre d'affrontements plus célèbres de la Seconde Guerre mondiale, comme les batailles des Ardennes ou de Koursk. Pourtant, elle représente un chapitre remarquable de l'histoire militaire qui offre encore aujourd'hui de précieux enseignements. Il est caractéristique que pendant qu'à Haraucourt faisaient rage les combats de chars, se déroulait parallèlement l'audacieuse opération alliée Market Garden aux Pays-Bas. Son objectif était de franchir le Rhin et terminer la guerre avant Noël, 1944, mais elle s'est terminée par un échec. Peut-être aussi pour cette raison, Haraucourt est resté hors de l'attention principale des médias de l'époque. Le monde entendait plutôt parler des combats d'Arnhem que de cette boucherie de chars en Lorraine.
Pour le développement de la guerre sur le front occidental cependant, Haracourt a eu sa signification. Il a épuisé de précieuses réserves blindées allemandes et a montré que les forces de l'Axe à l'ouest n'étaient plus capables de renverser le cours des combats, même en engageant leurs meilleurs chars. Pour les forces américaines, c'était jusqu'alors la plus grande bataille de chars en Europe. Un plus grand affrontement les attendait seulement dans 3 mois dans les Ardennes. Pour l'armée américaine, la victoire à Haracourt a signifié la confirmation que sa doctrine des forces combinées fonctionnait. Chars, infanterie, artillerie et aviation ont agi ici main dans la main et ont atteint un résultat que les chars seuls n'auraient pas réussi. Cette expérience s'est aussi reflétée dans le développement d'après-guerre. L'armée a réalisé qu'elle avait besoin de chars mieux armés, ce qui a mené à l'accélération du développement de modèles plus puissants, comme le 26 Pershing, mais aussi qu'elle ne devait pas relâcher l'entraînement et la coordination des unités. Du point de vue allemand, Haracourt a été une défaite amère et une chance gâchée. Quand 3 mois plus tard, les nazis ont lancé leur dernière grande offensive dans les Ardennes, il leur manquait précisément ces chars et équipages qu'ils avaient perdus en Lorraine. Même par ce moyen indirect, la bataille d'Haracourt a contribué à l'affaiblissement de la force de frappe allemande, encore avant la fin de l'année 1944. Encore un prolongement intéressant de la bataille s'étend jusqu'à l'actualité. L'un des commandants américains à Haracourt, le lieutenant-colonel Creighton Abrams, célèbre pour ses manœuvres audacieuses dans cette bataille, est devenu après la guerre générale, et son nom porte aujourd'hui le char de combat principal américain, un Abrams. Ce blindé moderne dépasserait facilement par ses capacités les anciens Sherman et Panthers. Mais les principes qu'Abrams et ses hommes ont appliqués à Haracourt, rapidité, coopération et communication efficace, reste la base du succès même pour les unités de chars d'aujourd'hui. Dans le paysage de Lorraine, on trouve aujourd'hui des monuments rappelant cet affrontement de septembre. Près du village d'Haracourt se dresse une plaque commémorative et un petit musée où les habitants locaux et les visiteurs peuvent se familiariser avec ce qui s'est déroulé dans les champs alentours. Pour les habitants locaux, ce n'était pas juste un chapitre dans un manuel, c'était la réalité, quand derrière leurs champs se cuisait pendant 3 semaines l'enfer de la guerre. Aujourd'hui, les champs environnants sont silencieux et calmes. Les agriculteurs récoltent la moisson et les enfants jouent, sans se douter que sous terre résistent peut-être encore des fragments de blindage. Mais les témoins n'ont pas oublié, et nous ne devrions pas non plus. N'oublions pas non plus la dimension humaine de cette bataille. Elle a signifié des vies gâchées de centaines de jeunes hommes des deux côtés. Derrière chaque char détruit se tenaient des gens avec leurs rêves et leurs destins. Leurs sacrifices aussi nous rappellent encore aujourd'hui quel prix élevé à la guerre, et combien précieuse est la paix qui s'est installée après elle. Et que pouvons-nous tirer de cette histoire nous aujourd'hui? Avant tout le respect pour le courage de ceux qui ont alors combattu. Les tankistes américains à Haracourt ont prouvé un courage et une ingéniosité incroyables face à la supériorité numérique. Leur histoire inspire soldats et civils à la connaissance que même un obstacle apparemment insurmontable peut être surmonté, si on ne se rend pas et qu'on utilise toutes ses capacités. En même temps, c'est un avertissement pour que personne ne sous-estime l'adversaire. Les meilleures armes n'aident pas quand manquent les informations et le bon commandement. La bataille d'Haracourt n'appartient peut-être pas au symbole de culture populaire célèbre de la Seconde Guerre mondiale, mais par sa signification, elle mérite l'attention. C'est une histoire sur le sang-froid et la coopération, qui est pertinente même dans le monde d'aujourd'hui. Qu'il s'agisse de stratégie militaire ou de tout travail d'équipe, l'enseignement d'Haracourt résonne. Le succès ne vient pas seulement de la qualité de la technique, mais de la qualité des gens qui la maîtrisent et de leur capacité à tirer dans la même direction. Merci pour votre attention. Si ce récit vous a plu et que vous avez appris quelque chose de nouveau, je serai heureux que vous mettiez un like à la vidéo et la partagiez avec vos amis. Merci de suivre et soutenir notre création historique. J'ai hâte de vous revoir la prochaine fois. Votre soutien nous aide à apporter d'autres histoires intéressantes de l'histoire.